Bienvenue sur Minuit Mystère, là où l'aube cache des secrets plus sombres que la nuit. Un village paisible s'anime lorsque la charrette du laitier s'arrête et ne bouge plus. Versez. Vous une boisson chaude, fermez les rideaux et laissez le mystère commencer. La journée commença aussi paisiblement que le lent carillon de l'horloge de l'église Sainte-Marie-Mead, dont la mélodie se fondait dans la brume pâle qui enveloppait encore les haies. Madame Wetherby, qui s'enorgueillissait de sa ponctualité même à la retraite, avait déjà ouvert ses rideaux pour admirer les bouteilles de lait qui scintillent comme des perles sur le givre. Au-delà de sa fenêtre, la ruelle serpentait vers la grande rue, où des vélos étaient soigneusement appuyés contre les clôtures et où l'odeur de la fumée de charbon se mêlait à la douce fraîcheur humide des roses précoces. C'était une matinée d'une tranquillité si paisible que même les oiseaux semblaient hésiter à en troubler le calme. Pourtant, une légère inquiétude planait sous le silence, comme le tic-tac d'une horloge hésitante. Madame Wetherby n'aurait pas su dire ce que c'était. Était-ce l'absence du laitier? Son sifflement, d'ordinaire vif et joyeux, ne résonnait plus. Ou peut-être était-ce cette bouteille solitaire qu'elle avait remarquée devant le portail de mademoiselle Harcourt, non récupérée depuis la veille. La fine pellicule de crème à son goulot avait pris une teinte étrange, non pas avariée à proprement parler, mais comme si elle attendait quelqu'un qui ne viendrait jamais. À 8 heures, les rumeurs allaient bon train, d'une porte à l'autre. Madame Price Ridley, qui ne s'encombre jamais d'un signe du destin ou d'un scandale, croisa Madame Lumley devant l'épicerie et lui fit remarquer, avec la gravité de celle qui reconnaît le péché au premier coup d'œil, que la tournée du laitier avait été interrompue. « Un signe déplorable, murmura-t-elle, de notre époque. D'abord le retard, ensuite la négligence, et avant même qu'on s'en aperçoive, quelqu'un a disparu avec la quête. » Madame Lumley, dont l'imagination préférait les drames familiaux à la décadence morale, était d'un avis différent. « J'ai entendu dire, dit-elle en se penchant vers moi, que le nouveau locataire du presbytère a demandé des bouteilles supplémentaires hier. Il y a peut-être eu un malentendu. » Son ton laissait entendre que les locataires, par nature, étaient souvent à l'origine de ces malentendus. Au bout de l'allée, Miss Marple avançait silencieusement parmi ses rosiers précoces, le journal du matin sous le bras. Elle avait remarqué la même absence, non pas celle du laitier lui-même, mais celle du rythme qui l'imprégnait dans le village. Chaque jour, le léger cliquetis des bouteilles et le sifflement près de la haie étaient aussi réguliers que le courrier. Quand un tel bruit cessait, il laissait place à un silence significatif. Miss Marple avait appris depuis longtemps que la nature humaine, contrairement aux machines, défaillait rarement sans raison. Elle s'arrêta près du portail, sa main gantée posée sur le loquet. Le chat du vicaire, un animal imbu de lui-même nommé Simon, rôdait le long du chemin, ses moustaches frémissant vers l'herbe. « Vous cherchez votre petit déjeuner ?» demanda doucement Miss Marple. Le chat miaula une fois et se faufila dans les buissons. Dans le silence qui suivit, elle perçut au loin des voix pressées et alarmées, près du dépôt de lait, à proximité du pont ferroviaire. Moins d'une heure plus tard, l'agent Pritchard apparut à la lisière du pré, les bottes couvertes de boue et l'air incertain. C'était un homme imposant dont la douceur de caractère le rendait peu apte à gérer toute situation alarmante. Pourtant, le regard qu'il lança à Madame Wetherby en passant était une instruction discrète pour ne pas la suivre, ne pas poser de questions et surtout pas colporter de rumeurs avant qu'une annonce officielle ne soit faite. C'était, bien sûr, le meilleur moyen de déclencher immédiatement des commérages. À 10 heures, la pelouse du presbytère était devenue un théâtre de murmures. La nouvelle, ou plutôt des bribes de celle-ci, se répandait comme une traînée de poudre. Le jeune laitier, Alfie Rudd, avait été retrouvé gisant derrière la charrette de livraison près du vieux pont,
son vélo renversé à côté de lui. D'abord, certains dirent qu'il était tombé. D'autres murmuraient que c'était un accident cardiaque, le pauvre garçon. Mais Madame Price Ridley, avec une sorte de jubilation tragique, déclara qu'il y avait du sang sur la paille. Miss Marple arriva à la périphérie de cette foule murmurante, l'air placide mais le regard pensif. Elle ne demanda rien, car c'était inutile. Dans leur empressement à taire les informations, les gens les révélaient souvent 2 fois. Elle fait simplement remarquer à Madame Witherby que c'est dommage que la crème soit gaspillée. Le lait ne doit jamais rester au soleil. C'était une remarque curieuse à ce moment-là, et pourtant, plus tard, plusieurs s'en souviendraient. Tandis que les villageois regagnaient leur foyer sous un ciel qui s'éclaircissait, une légère brise agita les rideaux de la chaumière vide de mademoiselle Harcourt. La bouteille de lait intacte brillait encore sur le perron, captant désormais la lumière de midi d'une manière presque accusatrice. Au loin, l'horloge de l'église sonna 11 heures, et son écho sembla hésiter un instant, comme s'il ne savait plus combien de fois il avait déjà sonné ainsi ce matin-là. Dans son salon, Miss Marple posa sa tasse de thé et rouvrit le journal du matin, sans toutefois le lire. Ses pensées étaient calmement ordonnées, à l'image des antimacassars de dentelle qui recouvraient ses chaises. Quelque part entre le silence de la ruelle et les bavardages du presbytère, quelque chose s'était amorcé, quelque chose qui ne s'arrêterait pas tant que la vérité n'aurait pas été extirpée, tel un chat timide sortant de sa cachette. Elle prit son tricot et esquissa un sourire, non pas à la laine, mais au souvenir d'un silence très similaire, il y a longtemps, avant qu'une autre petite tragédie ne se manifeste de la même manière, presque courtoise. Dehors, la bouteille de lait devant le portail de mademoiselle Harcourt finit par se renverser avec un léger cliquetis, la crème s'écoulant lentement dans le gravier. Une légère odeur de crème renversée flottait encore dans l'air lorsque Miss Marple s'avança dans le chemin. Quelques villageois, irrésistiblement attirés par le malheur, étaient rassemblés près de la haie du presbytère, parlant à voix basse comme lors des funérailles ou des commérages. Leur visage exprime la satisfaction d'avoir été surpris, comme si la vie, pour une fois, leur avait offert une histoire inédite, différente de celle publiée dans le bulletin paroissial. Madame Wetherby fut la première à s'approcher de Miss Marple, serrant son châle contre elle, avec la dignité tremblante de celle qui éprouve à la fois de la tristesse et du privilège. On dit qu'il a été frappé, Miss Marple, le pauvre garçon, Alfie Rudd. Derrière l'oreille, aussi propre que vous voulez. Aucun voleur n'aurait pu faire ça. Miss Marple inclina légèrement la tête, suivant du regard un rouge-gorge qui sautillait par-dessus la haie. « On agit rarement sans raison, » murmura-t-elle. « Bien que les raisons soient rarement aussi sensées qu'on le croit. » Le rouge-gorge s'envola, dérangé par l'arrivée de l'agent Pritchard. Le visage rouge d'effort, son carnet à moitié glissé dans la poche de son manteau, il ôta son casque par politesse, mais sembla hésiter sur ce qu'il allait en faire ensuite. « Bonjour, Miss Marple. Mesdames, il vaut mieux rester chez vous. L'inspecteur Cray arrive de Match Benham et il ne tolérera aucun chahut sur les lieux. » Madame Price Ridley se raidit. « Piétinement, comme si nous étions de simples touristes. Nous ne sommes que des citoyens concernés. Bien sûr, dit doucement Miss Marple, sa voix apaisant l'instant comme une main sur du linge froissé. Personne ne doute de votre dévouement civique, Madame Price Ridley. Tandis que le gendarme s'éloignait, les murmures reprirent, plus légers et plus rapides, l'autorité ayant disparu. Chaque femme interpréta le récit selon son tempérament. Madame Wetherby y voyait de la cruauté, Madame Lumley, une histoire d'amour, et Madame Price Ridley, un châtiment divin. Lorsque Miss Marple arriva à la poste, l'histoire s'était déjà enrichie de 2 nouveaux éléments, un sac à main disparu
et une dispute entendue près du pont ferroviaire. À l'intérieur de la boutique, mademoiselle Hartnell, la postière, sort le courrier avec une gravité digne d'une situation d'urgence nationale. Elle leva les yeux un bref instant lorsque mademoiselle Marple entra. « C'est terrible, Jane. Mon neveu jouait au cricket avec ce garçon. Il était vif comme l'éclair, mais têtu. Croyez-moi, tout cela a un rapport avec ce nouveau pensionnaire du presbytère. Des jeunes gens, des manières étrangères, ils paient en liquide, toujours les plus discrets. » Miss Marple choisit un paquet de thé et déposa délicatement ses pièces sur le comptoir. « J'ai souvent pensé, dit-elle, que les gens discrets se font remarquer précisément parce qu'ils sont si différents de nous. Le silence peut être très éloquent. » Mademoiselle Hartnell pinça les lèvres, incertaine de son accord. « N'empêche, je fermerai mes portes à clé, Jane. Le mal ne porte pas toujours des bottes. » Dehors, l'air s'était rafraîchi, le givre commençant à fondre sous le soleil. Miss Marple s'arrêta près du portail du presbytère où le révérend Linton s'entretenait avec gravité avec l'inspecteur Cray, un homme trapu à la moustache soignée et à l'expression qui ne tolérait aucune interruption. Un agent emportait déjà la charrette à l'air renversée, dont les roues de bois grinçaient légèrement. Miss Marple observa la scène avec une politesse détachée, jusqu'à ce que le regard de Cray croise le sien. « Ah, Miss Marple, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de vous. Mieux vaut éviter cette affaire, âme sensible s'abstenir. » « En effet, dit-elle d'un ton aimable, mais je n'ai jamais trouvé la nature humaine particulièrement timorée, inspecteur. » Il lui fit un signe de tête rapide, hésitant entre ironie et sagesse, et reprit ses notes. Miss Marple s'attarda juste le temps d'observer le malaise du vicaire. Son regard suivit la charrette, puis se porta sur la haie, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose ou quelqu'un en surgisse. Ce soir-là, le village se replia sur lui-même. Les rideaux tombèrent plus tôt que d'habitude. Les lampes brillaient comme des étoiles tamisées derrière la dentelle. Le cliquetis habituel des tasses de thé à la table de bridge de Madame Lumley s'était estompé, remplacé par des silences pensifs. Même les rires au Crown and Anchor sonnaient creux. Miss Marple était assise dans son salon, son tricot à moitié oublié sur les genoux. Le courrier du soir reposait, non ouvert, à côté de la théière. Ses pensées vagabondaient, d'un souvenir à l'autre, le sifflet disparu du garçon, la bouteille non récupérée, le regard inquiet du vicaire. Elle ne pouvait encore discerner quel détail était important, mais elle sentait que chacun portait en lui la faible esquisse d'une signification, comme un filigrane aperçu à contre-jour. La bouteille de lait demeurait son guide personnel. Sa présence, si ordinaire, si innocente, avait quelque chose de poignant, comme si le monde y avait laissé un message écrit dans le langage de la routine. Quand les petites choses perdent leur rythme, savait Miss Marple, ce n'est jamais par hasard. Au-delà de la haie parvient le hurlement étouffé d'une chouette. Elle leva les yeux, tendit l'oreille, puis reprit son tricot avec une précision lente et délibérée. Le léger tic-tac de ses aiguilles lui rappelait que le temps, même à St. Mary Mead, s'écoulait vers la révélation. Et dans la ruelle d'à côté, une charrette grinça de nouveau, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de lait à bord. Le léger craquement s'estompa dans l'allée, laissant derrière lui un silence si dense qu'il pouvait contenir une pensée. Miss Marple demeura immobile dans son fauteuil, son tricot reposant comme une pause sur ses genoux. Ce n'était pas une femme facilement troublée par la tragédie, mais elle comprenait les vibrations étranges qui se propageaient dans un village lorsque la mort venait perturber la routine. Ce n'était jamais le crime en lui-même qui troublait St. Mary Mead, mais la prise de conscience que quelqu'un parmi eux, peut-être même une personne qu'ils saluaient quotidiennement, avait franchi le seuil ténu entre la décence et la culpabilité. On frappa doucement à sa porte.
Lorsqu'elle ouvrit, elle trouva le vicaire, le révérend Linton, qui se tenait là, son chapeau à la main. Son air habituel de douceur bienveillante avait laissé place à une formalité anxieuse. « Je vous prie de m'excuser, mademoiselle Marple, » commença-t-il, « mais il me semblait important de vous parler. L'inspecteur Cray s'est renseigné sur les livraisons d'Alfie. Où s'est-il arrêté? À qui a-t-il parlé? Et comme vous êtes observatrice, il a pensé que vous auriez pu remarquer quelque chose. » « Que d'adjectifs flatteurs de la part de la police !» s'exclama Miss Marple d'un ton neutre. « Entrez donc, monsieur Linton. » Il entra dans le salon, le regard fuyant vers la cheminée. Une chose terrible. Dire que cela s'est passé si près du presbytère, ma femme est bouleversée. Elle connaissait le garçon depuis l'école du dimanche, un garçon si gentil et si obéissant. « Les gens le sont souvent, » murmura Miss Marple, « jusqu'à ce que la vie leur réserve d'autres tentations. » Le vicaire fronça les sourcils, perplexe. Il y a beaucoup de rumeurs, bien sûr. L'inspecteur pense que Alfie a peut-être surpris un cambriolage, voire même surpris quelqu'un en train de trafiquer la charrette. J'ai du mal à imaginer qui, à St. Mary Mead, se rabaisse à une chose pareille. Miss Marple lui tendit une tasse de thé. « Oh mon cher, les gens s'abaissent à toutes sortes de choses, rarement par méchanceté, plus souvent par bêtise déguisée. Alfie a-t-il fait sa livraison au cottage de Miss Harcourt hier matin ?» Il cligna des yeux. « Oui, enfin, c'est ce qu'indique la liste. Mais elle est partie depuis 15 jours, chez sa sœur à Torquay. Sa commande de lait devait être suspendue. » Miss Marple reprend tranquillement son tricot. Pourtant, sa bouteille restait intacte près du portail. Le vicaire marque une pause, la bouche entr'ouverte. « Vous pensez qu'il voulait peut-être laisser un message? Ou que quelqu'un d'autre l'a fait? »« Je crois, » dit-elle doucement, « que les erreurs dans la routine sont les plus instructives. Elles nous indiquent qui n'est plus là où il devrait être. » À ce moment précis, des pas se rapprochèrent sur le chemin extérieur, rapides et officiels. L'inspecteur Cray apparut sur le seuil, chapeau à la main. « Ah, révérend, mademoiselle Marple. » Il inclina la tête. « Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant, mais vous préféreriez sans doute le savoir avant que l'information ne se répande. » Il sortit un petit objet enveloppé dans du papier kraft. Il se trouvait sous le pont, à moitié enfoui dans la boue. Un bouchon de bouteille. Pas un bouchon de laiterie, non. Celui-ci provenait d'une eau tonique, Schweppes à première vue. Récemment, en plus. Et maculé d'une substance qui ressemblait à de la cire. Miss Marple le regarda sans y toucher. De l'eau tonique? Cela ressemble plus à un signe de souper qu'à une invitation au travail matinal. Exactement, dit Cray. Et il y avait une odeur autour de la charrette. Pas de lait, quelque chose de plus fort. Du whisky peut-être, ou du gin. On le saura bien assez tôt. Il hésite. La mère du garçon jure qu'il n'y a pas touché une goutte. Nous interrogerons les hommes du dépôt demain. Le révérend Linton posa sa tasse avec un léger bruit métallique. Il avait peut-être été contraint de porter quelque chose. Les laitiers acceptent parfois des colis. N'est-ce pas par commodité? Il effectuait peut-être une livraison pour le compte d'un autre. Peut-être, dit Cray, une pointe de doute dans la voix. Mais c'est étrange. Non, qu'un garçon aussi tranquille finisse par mourir parmi des bouteilles qui ne sont pas les siennes. Après le départ de l'inspecteur, Miss Marple resta longtemps assise, silencieuse. Le tic-tac régulier de la pendule emplissait le silence, chaque seconde mesurant un temps indicible. Finalement, elle dit « Savez-vous, monsieur Linton, que j'ai connu un jardinier qui transportait du gin dans son arrosoir. Non par vice, le pauvre, mais parce qu'il craignait que sa femme ne le sente autrement. On peut tout cacher dans une bouteille, pourvu que l'étiquette soit suffisamment respectable. » Le vicaire esquissa un sourire forcé. « Vous pensez que la respectabilité elle-même fait partie du déguisement? » « Je pense, »
dit doucement Miss Marple, que dans les villages comme le nôtre, il s'agit souvent d'un déguisement. Lorsque le vicaire est parti, le crépuscule enveloppait déjà la verdure. Le givre, ramolli par la chaleur du jour, s'était reformé en une fine pellicule, dans laquelle se reflétait faiblement la lampe de la fenêtre du cottage de Miss Harcourt, bien que personne ne l'eût allumée. Miss Marple, debout devant son portail, le regard fixé sur cette lumière vacillante, se demandait quelle main avait touché les bouteilles avant qu'elles ne s'immobilisent près du pont. À l'intérieur, le feu sifflait, une petite bulle de chaleur brisant le silence du soir. Miss Marple ajouta une bûche, l'air pensif mais serein, comme si elle attendait une confession non encore prononcée. La lueur à la fenêtre de mademoiselle Harcourt persista juste assez longtemps pour éveiller les soupçons. Miss Marple, avec son habituelle économie de geste, se retourna vers son salon et tira le rideau à moitié. Elle en avait trop vu au fil des années pour se fier à des lumières là où personne ne devait être. Il y avait toujours des explications pannes électriques, ménagères négligentes, ou peut-être quelque chose de bien plus humain. Pourtant, cette lueur semblait palpiter faiblement, comme un secret en quête de reconnaissance. On frappe à sa porte de derrière moins de 5 minutes plus tard. C'était Mary, la femme de chambre du presbytère, les joues rosies par le froid et l'importance. « Excusez-moi, mademoiselle, mais madame Linton m'envoie. L'inspecteur est revenu et ils ont emmené quelqu'un au hall, monsieur Davis, le locataire. Elle pensait que vous voudriez le savoir. » Miss Marple sourit gentiment. « C'était gentil, ma chère. Monsieur Davis a-t-il vraiment dit ce dont on l'accuse ? » « Oh, mademoiselle, on dit que la bouteille était à lui, celle que l'inspecteur a trouvée près du pont. Il avait l'habitude de boire du tonic avec son gin. Madame Linton l'a confirmé elle-même. Et on le voit se promener à des heures indues. Le révérend dit que c'est de l'anxiété, mais madame Lumley pense que c'est de la culpabilité. On confond facilement culpabilité et indigestion, murmura Miss Marple en prenant son châle. Je vais tout de même faire un tour dans le hall. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre du ton de la foule. Dans la salle paroissiale, l'atmosphère était chargée de spéculations et d'une légère odeur de lin provenant du matériel de cricket entreposé le long du mur. L'inspecteur Cray, près de l'estrade, interrogeait un homme maigre aux cheveux blonds cendrés, vêtu d'un vieux manteau de tweed. Monsieur Davies semblait exprimer la gêne même, et non la défiance d'un homme dont le pire crime était peut-être d'être remarqué. « Je te l'ai dit, » dit-il, la voix légèrement brisée. « J'ai laissé tomber la bouteille mardi soir. Je marchais près du pont et j'ai glissé sur le verglas. Elle a dû rouler dans le fossé. Je n'y avais même plus pensé jusqu'à ce que tu arrives avec ce matin. » Cray était impassible. « Et pourquoi marchiez-vous aussi la nuit ?» Davies hésite. « L'air m'aide à dormir, inspecteur. Le chat du vicaire a tendance à miauler à la fenêtre et... Ah oui, interrompit Cray. Encore le chat. Quel village agité, ce village plein d'insomniaques et de rôdeurs. Tu te rends compte de l'impression que ça donne. Un garçon retrouvé mort près d'une bouteille que tu reconnais possédée. » Un murmure parcourut les quelques personnes présentes, parmi lesquelles Madame Price Ridley, Madame Lumley et la femme du boucher. Miss Marple, discrètement tapie près de la porte, les observait toutes avec une précision tranquille. Les yeux de la femme du boucher brillaient d'une lueur trop intense, ceux de Madame Lumley papillonnaient, comme si elle hésitait entre la pitié et le scandale. Seule Madame Price Ridley semblait moralement prête à porter un jugement sur le champ. Davis reprend la parole d'une voix plus basse cette fois. « Si vous tenez absolument à savoir, inspecteur, j'ai entendu quelque chose cette nuit-là. Un cri, comme si quelqu'un appelait un nom. Je suis allé voir, mais je n'ai vu personne. » Le stylo de Cray s'arrêta. Un nom ? À qui ? Je n'en étais pas sûr. Cela ressemblait à Harcourt. Un souffle collectif s'éleva dans la pièce.
Miss Marple, les yeux légèrement plissés, scruta le visage de Davis. Il parlait non comme un menteur, mais comme un homme doutant que la vérité elle-même ne puisse le trahir. « C'est absurde », murmura Madame Lumley à personne en particulier. « Mademoiselle Harcourt est absente. »« Oui », dit doucement Miss Marple en s'avançant enfin. « Mais l'absence n'est pas toujours synonyme d'insignifiance. » Cray leva les yeux. « Bonsoir, Miss Marple. Vous avez donc entendu la nouvelle ? De quoi penser que le pauvre Monsieur Davis mérite de la compassion, pas des chuchotements. Avez-vous envisagé que le garçon ait pu livrer quelque chose d'inhabituel, peut-être un colis ou un message ?» Cray soupira. « Nous avons vérifié à la laiterie. Rien de plus à signaler. Nous demanderons tout de même à la station de consulter les registres télégraphiques, au cas où. » Davis fut relâché peu après, mais sa dignité demeurait bafouée. À l'extérieur de la salle, la foule se dispersa par deux, leur voix résonnant comme un murmure de réflexion morale. Miss Marple se mit à marcher aux côtés de Madame Witherby, qui semblait partagée entre sympathie et suspicion. « Je n'ai jamais fait confiance aux locataires », a déclaré Madame Witherby. « Ils sont soit trop polis, soit pas assez. »« Tout à fait, » répondit Miss Marple. « On pourrait en dire autant de la plupart des gens, selon les jours. » Au carrefour, elle s'arrêta pour observer la charrette à lait toujours garée près de la clôture du dépôt. Le givre sur ses planches scintillait faiblement sous le réverbère, de la même pâleur qui avait jadis brillé sur la bouteille près du portail de Miss Harcourt. Dans une telle symétrie, Miss Marple voyait que les schémas, humains ou autres, se répétaient rarement par hasard. Elle s'attarda encore un instant avant de rentrer chez elle. L'horloge du village sonna 8 heures, son ton étrangement étouffé par le brouillard qui s'était infiltré depuis les prairies. Derrière elle, un volet se referma brusquement, comme si quelqu'un préférait ne pas l'avoir passé. Dans son cottage, Miss Marple déposa son châle et contempla la théière posée sur le plateau. Une goutte de lait flotta à la surface refroidie, formant un croissant blanc qui trembla avant de se dissoudre dans le thé. Elle la regarda se dissoudre, pensive, avant de murmurer que les choses disparaissent tôt facilement quand personne n'en remarque le début. Le croissant de lait blanc persista longtemps dans l'esprit de Miss Marple, même après que la tasse fut vidée. Cette légère érosion semblait refléter la façon dont la certitude elle-même s'était amincie à St. Mary Mead, jadis si opaque, désormais transparente sous le regard scrutateur. Elle se leva, ajusta l'abat-jour pour une lumière plus douce et écouta le murmure lointain des voix qui passaient dans la ruelle. Chaque son portait son lot de conjectures, chaque silence une niche où la culpabilité pouvait se cacher. Dehors, le brouillard s'engouffrait sous les fenêtres, estompant les contours du monde. Miss Marple rabattit son châle sur ses épaules et jeta un nouveau coup d'œil à sa montre. 8h30. Dans un village où l'on dormait dès 9h, c'était l'heure des secrets, le moment où les rideaux respectables s'agitaient au moindre prétexte. Elle éteignit sa lampe et pénétra dans l'étroit jardin, ses pas crissant légèrement sur le sentier gelé. Du presbytère, au-delà de la haie, parvint la faible sonnerie du téléphone, un son urgent, inhabituel à cette heure-ci. Une fenêtre s'ouvrit et elle reconnut la voix du révérend Linton, qui répondait d'un ton solennellement surpris. Miss Marple s'attarda, invisible derrière son trône, jusqu'à ce que le combiné soit raccroché. Puis la porte de derrière grinça, et Mary, la servante, se précipita dans la cour avec une lanterne. Le soir, Mary appela doucement Miss Marple. La jeune fille faillit laisser tomber sa lampe. « Oh, mademoiselle Marple, je ne vous avais pas vue. Le révérend m'a dit d'aller chercher l'inspecteur. Ils ont trouvé quelque chose près du pont, dans la haie, à proximité de l'endroit où la charrette a basculé. »« Quelque chose ou quelqu'un ?»« Quelque chose, » murmura Mary. « Un gant. Un gant de dame, à en juger par son aspect.
en chevreau doux, bleu pâle. L'inspecteur dit qu'il ne pouvait pas appartenir à Alfie. Il pense que le meurtrier l'a peut-être laissé tomber. Le ton de Miss Marple était doux, mais son regard perçant. Bleu pâle, dites-vous? C'est une couleur inhabituelle pour des gants en décembre. La plupart des dames sont assez raisonnables pour porter du marron ou du noir. Mary hocha la tête, incertaine. C'est bien ce que je pensais, mademoiselle. Mais Madame Linton dit que mademoiselle Harcourt en avait une paire exactement pareille. Elle les portait à l'église à la Saint-Michel dernière. C'est exact, dit Miss Marple. Et Miss Harcourt, si je me souviens bien, a de toutes petites mains. La jeune fille se hâta vers la grande rue, laissant Miss Marple à ses pensées. La nuit semblait s'épaissir autour d'elle, le brouillard désormais éclairci par la lueur dorée et terne de sa lanterne. Elle retourna vers son salon, où un rang de tricots à moitié terminé l'attendait patiemment. Tandis qu'elle s'installait dans son fauteuil, son esprit commença à tisser silencieusement le gant bleu, le locataire absent, le flacon de potion, la lumière à la fenêtre. Des fils s'entrecroisent, des couleurs s'assombrissent, une esquisse encore inachevée. Au matin, l'inspecteur Cray était de nouveau au presbytère, sa voix basse mais ferme résonnant à travers la porte ouverte du hall. Miss Marple arriva sous le prétexte poli d'apporter des scones. « Quelle agitation !» s'exclama-t-elle en posant l'assiette sur le buffet. « J'espère que vous avez pris votre petit déjeuner, inspecteur. Les enquêtes ne sauraient remplacer un bon repas. » Cray sourit, malgré lui. « J'ai connu des matins pires, Miss Marple. Nous avons identifié le gant comme appartenant à Miss Harcourt, comme vous le soupçonniez. Mais elle jure les avoir perdus il y a des mois. Elle prétend les avoir oubliés au bazar de l'église. »« Ah !» dit Miss Marple, « et le bazar de l'église, un endroit si efficace pour redistribuer les biens égarés. » La femme du vicaire apparut, le visage pâle et impatient. « Inspecteur, cela prouve sans doute l'histoire de mademoiselle Harcourt. Le gant a forcément changé de main. N'importe qui aurait pu le prendre. »« C'est exact, » répondit Cray. « Mais pourquoi un voleur l'utilise uniquement pour le laisser tomber sur une scène de crime, à moins qu'il ne soit destiné à être trouvé ?» Madame Linton laissa échapper un petit cri étouffé, sa main se portant instinctivement à sa gorge. « Vous voulez dire planter ?» Le regard de Miss Marple se porta sur la fenêtre. Dehors, la charrette à lait était de nouveau vide, une image familière qui commençait déjà à perdre son innocence. « On place souvent des preuves, » dit-elle d'un ton doux, mais pas toujours pour les raisons qu'on imagine. Parfois, c'est pour détourner l'attention, parfois pour dissimuler la honte. L'inspecteur se retourna brusquement. « Vous pensez que le gant désigne quelqu'un d'autre ? » « Je pense, » dit Miss Marple, « que cela désigne quelqu'un qui croit que l'on peut se fier aux apparences. » Après son départ, l'air du matin lui parut plus vif, comme purifié par un examen minutieux. Sur le chemin du retour, elle croisa M. Davis près du portail, le visage crispé par la fatigue. « Mademoiselle Marple, commença-t-il, j'ai entendu parler de ce gant. La prochaine fois, on dira que je l'ai volé. Je vous jure, je n'ai jamais rencontré cette femme. » Elle le regarda avec bienveillance. « Oh, je ne crois pas, Monsieur Davis. Mais quelqu'un a jugé nécessaire que les autres le croient possible. » Il fronça les sourcils, cherchant à comprendre, mais Miss Marple se contenta d'acquiescer et reprit son chemin. Arrivée à son portail, elle s'arrêta de nouveau, son regard attiré par la seule bouteille de lait encore debout sur le seuil. Le givre avait gravé de fines lignes le long de son goulot, de minuscules, veines blanches comme des craquelures dans de la porcelaine. Un instant, elle pensa à un autre récipient en verre, à demi enfoui sous le pont, différent par sa fonction, identique par sa fragilité. Une brise glaciale se leva, et la bouteille trembla contre la pierre. Miss Marple la rattrapa avant qu'elle ne tombe, son reflet scintilla faiblement sur le verre, avant de disparaître dans la lumière.
Le verre se refroidit dans les mains de Miss Marple, tandis que le vent tombait, ramenant le silence dans la ruelle. Elle reposa délicatement la bouteille sur la marche, puis se redressa, son regard s'attardant sur le presbytère de l'autre côté de la pelouse. Une fumée s'élevait faiblement de sa cheminée. Ordinaire, rassurante. Et pourtant, derrière cette toiture tranquille, elle sentait un malaise qui s'intensifiait d'heure en heure. Les apparences, pensa-t-elle, étaient le meilleur camouflage de St. Mary Mead. Ici, on apprenait très tôt à vivre derrière des dentelles. En fin de matinée, la voiture de l'inspecteur Cray revint, faisant s'envoler les poules en s'arrêtant près de la poste. Le village, feignant à moitié de ne pas s'en apercevoir, se réorganisa aussitôt pour observer la scène. Madame Price Ridley apparut à sa fenêtre avec un chiffon. Madame Lumley arrosa par hasard ses fleurs imaginaires et le boucher trouva une nouvelle raison de lustrer son enseigne. En quelques minutes, la nouvelle se répandit que l'inspecteur rendait visite à mademoiselle Harcourt. Miss Marple, se dirigeant vers le parc sous prétexte de poster une lettre, ralentit le pas juste assez pour s'aligner avec celui de madame Weatherby. « C'est si consciencieux de la part de l'inspecteur, remarqua-t-elle, de s'intéresser ainsi aux locataires absents. » Madame Weatherby renifla. Absente, certes, mais pas invisible. On raconte que mademoiselle Harcourt serait revenue hier soir par le dernier bus, juste pour prendre quelque chose. Une malle ou des papiers. La femme de chambre de madame Linton jure avoir aperçu une lumière vers 11 heures. Miss Marple inclina légèrement la tête. « Le problème avec les lumières, dit-elle, c'est qu'on suppose trop facilement que quelqu'un les a allumées. » Au portail de Miss Harcourt, l'inspecteur Cray apparut, s'essuyant les mains d'un mouchoir. Il reconnut aussitôt Miss Marple, son expression oscillant entre irritation et admiration réticente. « Vous voyagez beaucoup, madame. Je trouve l'air frais très clarifiant, » répondit-elle. « Et vous, avez-vous trouvé quelque chose de constructif à l'intérieur ?» Cray hésita. Rien de volé, curieusement. Mais une lettre à moitié écrite, non postée, traînait sur la console de l'entrée. Adressée à la responsable de la laiterie, elle se plaignait que ses livraisons de lait avaient été trafiquées. Falsifiées ? Ce sont ses dires. Elle a écrit que les flacons étaient parfois plus légers que la normale et qu'il manquait de la crème. Elle a pensé qu'il y avait peut-être eu un vol. Elle a signé EH et n'a jamais terminé la dernière ligne. « Étrange, » murmura Miss Marple, « surtout qu'elle était absente. Une femme ne peut pas remarquer la disparition de crème provenant d'un autre comté, à moins qu'on ne le lui dise. » Cray fronça les sourcils. Cela signifiait que quelqu'un la tenait au courant ? Ou faire semblant ? Dit doucement Miss Marple. Elle laissa l'inspecteur poursuivre son chemin vers la laiterie, tandis qu'elle s'attardait près du portail. Le chemin menant à la porte de mademoiselle Harcourt était parsemé de gravier pâle, le même gravier qui bordait le pont. Sur l'un d'eux, légèrement imprimé dans le givre, se trouvait une petite marque circulaire, comme celle laissée par le bord d'une bouteille de lait. Ce détail la ravit, même si elle le considéra discrètement parmi tant d'autres. Cet après-midi-là, elle se rendit à la laiterie sous prétexte de commander de la crème supplémentaire pour une cérémonie paroissiale. Le gérant, M. Kemp, un homme corpulent au col toujours humide, semblait mal à l'aise face à sa politesse. « Vous avez sûrement entendu parler de nos ennuis, Miss Marple. » C'est terrible, le pauvre. La police n'arrêtait pas de poser des questions sur les livraisons, mais tout était en ordre ce matin-là. « Vous employez plusieurs garçons, si j'ai bien compris, » dit-elle. « 3 habitués, oui. » Alfie était le plus jeune, un garçon brillant mais agité. Il avait évoqué l'idée de partir et dit que quelqu'un lui avait proposé un meilleur salaire, sans jamais préciser de qui. « Proposé ?» répéta Miss Marple, une légère pointe de curiosité dans la voix. Comme c'est intéressant. Le travail dans la laiterie attire rarement autant de concurrence.
Kemp haussa les épaules en détournant le regard. Vous savez comment parlent les garçons. N'empêche, à mon avis, il était mêlé à quelque chose. Ce nouveau locataire du presbytère, le discret, le rencontrait parfois près de la voie ferrée. Il disait que c'était à propos de vélos, de réparations et de choses comme ça. En effet, dit Miss Marple, et la laiterie a-t-elle récemment perdu des stocks? Des bouteilles, par exemple? Il a hésité un peu trop longtemps. Quelques instants. Les accidents arrivent, les bouteilles se cassent. Bien sûr, répondit-elle gentiment. Mais ce n'était peut-être pas entièrement par hasard. Lorsqu'elle quitta la laiterie, le soleil commençait à se coucher derrière les ormes, baignant le chemin d'une ombre dorée. Le village semblait de nouveau paisible, d'une tranquillité trompeuse, comme un chat qui somnole au-dessus d'une trappe. Miss Marple s'arrêta au pont, observant un léger volute de brume dériver entre les roseaux. La terre portait encore les traces de bottes, de roues de vélo et de quelque chose de plus clair, peut-être la semelle d'une chaussure de femme. Un mouvement infime attira son attention, un morceau de papier pris dans les ronces. Elle le dégagea avec précaution. C'était le coin d'une enveloppe, les bords brûlés comme par une allumette malencontreuse. Seules 2 lettres du nom subsistent. Suffisant, peut-être, pour avoir jadis formé le nom Harcourt. Elle le plia soigneusement dans son mouchoir, l'expression sereine, mais les yeux brillants de cette faible lueur de compréhension qui surgit lorsque l'harmonie commence à remplacer le chaos. Au bruit de pas qui s'approchaient, elle se retourna. C'était le révérend Linton, le visage ombragé par la lumière du soir. « Mademoiselle Marple, dit-il gravement, l'inspecteur m'a demandé de vous dire que le gant n'était pas simplement tombé. Il y avait de la poudre à l'intérieur. Du lait en poudre, figurez-vous. Il dit que ça n'a aucun sens. »« Oh, mais c'est parfaitement logique, » répondit-elle doucement. « Pas encore, cependant. » Le vicaire semblait déconcerté. « Alors vous pensez... »« Je pense, monsieur Linton, » dit Miss Marple en reportant son regard sur la charrette vide près de la clôture, « que le prochain indice ne se trouvera pas dans la boue, mais dans la conscience de quelqu'un. » L'expression déconcertée du révérend Linton hantait encore l'esprit de Miss Marple, tandis qu'elle rentrait lentement chez elle. L'air s'était rafraîchi, les dernières lueurs du jour s'étaient estompées à travers les haies, et le givre commençait à se déposer comme de la poussière sur de l'argenterie oubliée. Ces paroles calmes et ambiguës planaient encore entre eux. La conscience, elle le savait, était le seul endroit où même un meurtre ne pouvait se dissimuler entièrement. Les lampadaires du village venaient à peine de s'allumer lorsque le calme fut de nouveau rompu. Un cri retentit du côté du pont ferroviaire, suivi du bruit précipité de pas pressés. Miss Marple, postée près de son portail, vit l'agent Pritchard traverser la pelouse en courant, son souffle formant un nuage de fumée devant lui. Dans ces endroits, les alertes se propagent plus vite que le son. Lorsqu'elle atteignit le chemin, plusieurs personnes étaient sorties de chez elle. Madame Weatherby en robe de chambre, le boucher en tablier et la jeune Mary du presbytère, pâle d'excitation. « C'est la charrette à produits laitiers, mademoiselle !» s'écria Mary, manquant de trébucher dans sa précipitation. Ils la trouvèrent à nouveau renversée, juste à côté du dépôt. Et toutes les bouteilles étaient brisées en 1000 morceaux. Miss Marple la prit par le bras. « Calmement, ma petite. Y avait-il des signes de blessure ?»« Non, mademoiselle, mais il y avait du sang sur les poignets. On dit que M. Kemp a disparu depuis cet après-midi. » La nouvelle se répandit comme des ondes sur l'eau calme. En quelques minutes, les spéculations l'emportèrent sur les faits. Certains juraient que Kemp s'était enfui. D'autres murmuraient qu'il avait été enlevé. L'inspecteur Cray arriva au milieu de ce brouhaha, ses phares fendant le brouillard tandis qu'il aboyait pour obtenir l'ordre. Miss Marple attendit que le brouhaha des premières voix se calmât avant de s'approcher.
J'avais espéré, murmura Cray d'un ton sombre, qu'une mort par semaine suffirait à satisfaire ce village. On ne peut jamais satisfaire la folie humaine. Inspecteur, répondit Miss Marple d'un ton doux, mais les yeux pétillants d'une intelligence tranquille. Où ont-ils trouvé la charrette, exactement? Cray désigna la clôture du dépôt. Le véhicule était renversé contre un muret, les roues à moitié enfouies dans la neige fondue. Les éclats de verre scintillent comme de la glace sous les lampes. Parmi les débris, une bouteille intacte subsistait, son contenu laiteux à la teinte étrange. Cray la souleva délicatement avec un mouchoir. « Du poison peut-être, dit-il, ou de l'encre. Nous allons la faire analyser. » Miss Marple se pencha. « Ce n'est pas de l'encre, je crois. Quelque chose ajouté pour masquer la couleur. On oublie souvent que la tromperie, comme le lait, finit par tourner à la longue. » Cray lui jeta un regard en coin, incertaine de savoir si elle plaisantait. « Je vous crois sur parole, madame. Kemp a disparu. Sa femme dit qu'il est parti avant le thé, prétextant avoir des affaires à Much Benham. Il n'y est jamais arrivé. Il finira par refaire surface, » murmura Miss Marple. « Les hommes comme M. Kemp finissent toujours par réapparaître, généralement quand la vérité commence à paraître moins commode. » L'inspecteur se retourna pour donner des ordres, et Miss Marple s'écarta légèrement, son regard se posant sur un amas de gravier remué près du portail. S'agenouillant délicatement, elle écarta le givre de sa main gantée et découvrit des empreintes de pas, étroites, courtes, indubitablement féminines. Le talon avait légèrement craqué, laissant une marque plus profonde sur un bord. Elle connaissait cette forme? Les chaussures de soirée de Miss Harcourt avaient jadis produit un son similaire lors d'une répétition de chorale. Une paire élégante, mais peu fiable. Cette pensée la ramène au chalet. À mesure qu'elle s'en approchait, le silence lui parut étrange, trop pesant. Elle essaya le loquet. Il céda. À l'intérieur, l'air exhalait une légère odeur de cendre froide et de cire à la lavande. La lettre à moitié écrite était toujours sur la table, mais à côté se trouvait désormais quelque chose de nouveau, un petit morceau de papier plié, fraîchement arraché d'un cahier. N'en parle à personne. Il croit que c'est un vol. Retrouve-moi à l'aube, près du pont. Miss Marple le remplaça sans un mot. L'écriture était légèrement tremblante, mais familière, avec cette même boucle arrondie qu'elle avait vue sur les enveloppes de dons de l'Église. Celle de Miss Harcourt. Lorsqu'elle ressortit, elle faillit se heurter à Madame Price Ridley, qui apparut, lanterne à la main, l'air interrogateur. « Il me semble vous avoir vu entrer. Miss Marple, dit-elle d'un ton accusateur, vous ne devez pas vous mêler de ça, ma chère. Laissez ces affaires aux autorités compétentes. » « Je suis tout à fait d'accord, » répondit Miss Marple d'une voix suave. « Mais c'est curieux, n'est-ce pas, comme la bienséance intervient souvent après que la vérité a déjà éclaté au grand jour. » Madame Price Ridley se redressa. « Si vous insinuez, ma chère, » intervint doucement Miss Marple, « je ne sous-entends rien. Je remarque simplement que les fenêtres sont souvent plus propres à l'intérieur qu'à l'extérieur. » Bonsoir. De retour à sa chaumière, elle posa la lanterne sur la cheminée et prit une profonde inspiration. Le vent s'était levé à nouveau, faisant tinter les bouteilles de lait dehors comme une faible cloche d'alarme. Elle regarda dans leur direction à travers la vitre dépolie et aperçut, ou crut apercevoir, une silhouette s'arrêter un instant près du portail avant de disparaître dans la brume. Ses doigts, encore froids, se refermèrent sur sa tasse de thé. Une phrase de son enfance lui revient spontanément. Le lait renversé laissera toujours une trace, même après avoir été essuyé. Elle ne sourit pas, mais son regard s'assombrit d'une compréhension semblable à celle qui se manifeste avant l'éclatement d'une tempête. La silhouette indistincte près du portail instaure une atmosphère pesante dans la nuit. Miss Marple, immobile,
La tasse lui réchauffait les paumes tandis que son esprit vagabondait avec une délicate précision. Entre la silhouette disparue et la lettre posée sur la table de Miss Harcourt, une esquisse commençait à se dessiner, un agencement aussi fragile et précis que de la dentelle. Pourtant, la vérité, telle la crème dans un flacon, devait remonter à la surface naturellement, toute agitation ne ferait que l'obscurcir. À l'aube, le givre argenté recouvrait de nouveau les haies. Miss Marple était levée de bonne heure, son châle serré contre elle lorsqu'elle traversa le chemin. L'air exhalait un léger parfum sucré de lait baratté. Au pont, une brume épaisse et basse enveloppait la terre de strates fantomatiques. Elle se tenait silencieusement près de la rambarde, à l'écoute. L'horloge de l'église sonna 6 heures, chaque note douce comme un souffle dans le brouillard. Des pas hésitants se rapprochèrent. Miss Harcourt émergea de la brume, enveloppée dans un manteau sombre, ses mains gantées serrant une sacoche. Le bleu pâle d'un gant se devinait sous sa manche. Son expression affichait cette prudence contenue de quelqu'un qui joue l'innocence. « Bonjour, mademoiselle Harcourt », dit Miss Marple d'une voix légère, presque contrite. « J'espère ne pas vous déranger. Je passe souvent par ici tôt le matin, quand on remarque le magnifique givre sur les haies. » Mademoiselle Harcourt s'arrêta net, les yeux écarquillés. « Vous, Miss Marple, pensai-je. Eh bien, je ne m'y attendais pas. Personne ne le fait jamais, répondit Miss Marple. Mais c'est plutôt une chance, en réalité. Voyez-vous, l'inspecteur pourrait trouver cet endroit un peu désert pour les entretiens, et je n'aime pas le froid. Un instant, mademoiselle Harcourt resta silencieuse. Puis, baissant la voix. « Vous pensez que j'ai fait quelque chose d'affreux, n'est-ce pas ? Cette lettre, je suppose. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. » Miss Marple inclina la tête d'un ton doux. « Rares sont les choses qui le sont. Voulez-vous bien me dire de quoi il s'agit, ma chère ?» Mademoiselle Harcourt perdit son sang-froid. « J'ai écrit à Alfie, peu de temps avant l'incident. Il m'aidait à récupérer des affaires au chalet pendant mon absence. Seulement quelques papiers, des documents privés. Je ne voulais pas que le révérend Linton le sache. » « C'est tout à fait naturel, » dit doucement Miss Marple. « On confond souvent vie privée et culpabilité. Et pourtant, vous êtes venu ce matin, vous attendant de rencontrer quelqu'un. » Le visage de mademoiselle Harcourt se crispa. « Il me l'a dit dans ce mot que vous avez dû voir. Sauf que je ne l'ai pas écrit. On a falsifié ma signature. Celui qui a fait ça voulait que je reste ici. » Derrière eux, une voix perça le brouillard. Elle dit la vérité. Monsieur Davies apparut sur le sentier, son manteau humide de rosée. Je la suivais. Je craignais qu'elle ne soit en danger. Et je sais qui a écrit ce mot. Miss Marple ne se retourna pas. Son ton était doux mais ferme. Alors peut-être vaudrait-il mieux nous le dire, monsieur Davies. C'était Kemp, a dit Davies. Il se servait d'Alfie pour faire passer des bouteilles d'alcool en contrebande. Je crois qu'elles étaient cachées dans les caisses de produits laitiers. Je l'ai surpris une fois et je l'ai fait arrêter. J'ai tout raconté à l'inspecteur. Je ne voulais pas de scandale. La semaine dernière, je l'ai revu près du pont, en train de se disputer avec le garçon. J'ai prévenu Alfie qu'il allait se blesser. Mademoiselle Harcourt a poussé un cri d'effroi. Et maintenant, Kemp a disparu. « Oui, » dit Miss Marple. Presque pour elle-même, et il en va de même de la respectabilité derrière laquelle il se cachait. C'est remarquable combien de péchés se dissimulent sous des apparences d'entreprise. Au-delà de la haie, on entendait le grondement d'un moteur. La voiture de l'inspecteur Cray approchait sur le chemin défoncé. Miss Marple le vit se matérialiser dans la brume, le col de son manteau relevé, son expression plus perçante que l'air du matin. « Je me doutais bien que je te trouverais ici, » dit-il. « On a retrouvé Kemp. Il est vivant à l'ancienne carrière, mais avec une jambe fracturée.
Il dit être tombé en essayant de déplacer une caisse avant l'aube. On a trouvé d'autres bouteilles, là-bas, remplies d'alcool de contrebande. Le garçon l'a probablement découvert et a essayé de l'arrêter. La main de mademoiselle Harcourt se porta à sa bouche. Puis, « Oh, pauvre enfant, pas si... » « Vite !» interrompit Cray. « Il nous faut aussi sa déposition, et la vôtre, Davis. Mais je dois bien l'avouer, Miss Marple, votre sens du timing est toujours aussi remarquable. »« Ce n'est qu'une habitude, inspecteur, » dit-elle d'un ton doux. « On apprend à écouter quand les gens bien commencent à trop s'expliquer. » Cray fronça les sourcils, mais laissa tomber. « On va bientôt régler ça. » Kemp, pris de panique, frappa le garçon et cacha ce qu'il put. Du travail bâclé. Le regard de Miss Marple s'arrêta sur la bouteille intacte que portait l'inspecteur. « Bâclé, en effet, » murmura-t-elle. « Mais je me demande si la panique à elle seule peut expliquer une telle précision. Le gant, la lettre, l'encre bleue sont des détails qui trahissent l'intention, non la peur. » Il la regarda d'un air sévère. Que voulait-il dire? Seulement, certaines vérités se gâtent plus lentement que d'autres, a-t-elle dit. Alors qu'elle reprenait le chemin du village, mademoiselle Harcourt jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers le pont où le givre commençait à fondre en de fins filets d'argent. Dans une flaque d'eau dégelée, le reflet du verre de la bouteille brillait d'un blanc pâle sur la boue, un fantôme de pureté que la terre était déjà en train d'engloutir. Le regard de Miss Marple s'attarda là, silencieux et indéchiffrable. « Oui, » se dit-elle doucement. « J'imagine que le lait n'a pas encore fini de tourner. » La brume s'accrochait aux haies, tandis que Miss Marple et l'inspecteur Cray revenaient vers le village, leurs bottes laissant de douces empreintes sur la route humide. La pâle lumière de l'aube commençait à dévoiler à nouveau le paysage. Chaque haie, chaque portail, chaque vitre reprenant forme, comme si l'innocence pouvait renaître au matin. Pourtant, Miss Marple savait que rien à St. Mary Mead ne redevenait entièrement innocent une fois introduit. Le péché apprenait simplement à se faire plus discret. Cray parlait d'un ton vif à côté d'elle, rapportant les aveux de Kemp. Il admet avoir fait passer de l'alcool en contrebande dans des caisses de lait. Le garçon aurait menacé de tout dénoncer aux autorités s'il n'obtient pas sa part du butin. Panique, une bagarre, un accident, voilà son histoire. Nous la verrons bien assez tôt. Miss Marple écoutait, le visage serein. La panique est une explication si commode, n'est-ce pas, si rarement contredite par la victime. Cray lui lança un regard. « Tu ne le crois pas ?»« Je crois, » dit-elle doucement, que Kemp dit la vérité quand cela l'arrange, ce qui est souvent plus dangereux que de mentir ouvertement. Ils se séparèrent au carrefour, Cray vers la gare, Miss Marple vers la rue principale. Le village s'éveillait, l'épicier balayait le seuil de sa boutique, la postière ouvrait sa porte et Madame Lumley se penchait dehors pour voir si le brouillard lui permettrait de rester un jour de plus à l'intérieur. Personne ne parlait ouvertement du meurtre, mais chaque salutation en portait l'ombre. Devant le portail du presbytère, Mary, la servante, attendait Miss Marple, serrant contre elle un morceau de papier plié. « Mademoiselle, vous avez raison, » dit-elle, le souffle court. « Le révérend a trouvé ça près de la clôture du fond tout à l'heure. On dirait que c'est tombé de la poche d'un manteau. » Miss Marple déplia le billet. Le papier était humide, mais lisible. Le lait destiné à la livraison du soir doit être pur, sans aucune trace, sans odeur. En dessous de la ligne se dessinaient faiblement des initiales EH. « Encore mademoiselle Harcourt » murmura Mary. « Ou quelqu'un qui utilise son nom » répondit doucement Miss Marple. « Où cela a-t-il été trouvé, exactement ?»« Juste à côté du tas de compost du vicaire. »« Drôle d'endroit pour recevoir du courrier, mademoiselle. »« Ce n'est pas si drôle, ma chère, » dit Miss Marple en pliant le billet. La conscience, comme le compost, est le lieu où les vérités gênantes ont tendance à être enterrées.
Elle traversa la pelouse en direction du cimetière, où le révérend Linton taillait des rosiers gelés. Son col romain était légèrement de travers, un détail que Miss Marple remarqua sans commentaire. « Tant d'efforts pour préserver ce qui est déjà en train de se faner, » dit-elle gentiment. Il soupira. « C'est affreux, Miss Marple. Je n'arrive pas à comprendre comment une telle tromperie a pu prospérer ici, dans ce havre de paix. »« Oh, elle pousse partout, » dit-elle. « C'est un peu comme le lierre qui se développe le mieux sur les murs respectables. » Le révérend rougit légèrement. « Croyez-vous que Kemp agissait seul ? » « Je pense, dit Miss Marple, que sa culpabilité était peut-être réelle, mais pas isolée. Quelqu'un d'intelligent l'a utilisée, car il savait combien les apparences trompent facilement ceux qui préfèrent y croire. » Elle le laissa froncer les sourcils et poursuivit son chemin vers son jardin. Le givre commençait à fondre, ruisselant doucement de la treille. Arrivée à son portail, elle s'arrêta. La bouteille de lait qu'elle avait sauvée la veille était maintenant vide, bien qu'elle ne l'eût pas versée. Un léger dépôt blanchâtre adhère au verre. Elle la fit tourner lentement entre ses mains et perçut une faible odeur, étrange, non pas de lait caillé, mais une odeur chimique, âcre. Elle fronça les sourcils. Du poison peut-être, mais pas celui qu'on trouve dans les laiteries. Elle porta la bouteille à l'intérieur, la posa près de sa tasse de thé et s'assit pour réfléchir. Le lait, le gant rempli de poudre, les lettres falsifiées, tout cela formait un arrangement trop délibéré pour être une simple manifestation de panique. On frappa à sa porte. C'était M. Davis, chapeau à la main, le visage tiré. « Mademoiselle Marple, on dit que Mademoiselle Harcourt s'est évanouie au presbytère. L'inspecteur est avec elle. Il pense qu'elle a pris des médicaments, peut-être une dose excessive. » Miss Marple se leva aussitôt, son tricot glissant silencieusement au sol. « Ah, dit-elle, quand la vérité commence à s'agiter, elle effraie souvent ceux qui n'ont jamais eu l'intention de la réveiller. » Au presbytère, le salon exhalait une légère odeur de camphre et de malaise. Mademoiselle Harcourt, pâle, était allongée sur le canapé. Madame Linton s'essuyait le front, tandis que Cray, debout près de la cheminée, son carnet fermé mais le regard alerte, restait immobile. « Rien de grave, » dit-il à l'entrée de Mademoiselle Marple. « Le médecin dit qu'elle va se rétablir. Juste un choc ou un sentiment de culpabilité. » Miss Marple baissa les yeux vers la silhouette qui tremblait légèrement. « La culpabilité est une chose fragile, inspecteur. Elle se brise avant de plier. Lui avez-vous demandé ce qu'elle a bu en dernier ? » « Du thé, » dit Cray. « Madame Linton l'a préparé elle-même. » La femme du vicaire se retourna surprise. « Oh, inspecteur, vous ne le pensez tout de même pas ? » « Non, » interrompit doucement Miss Marple. « Bien sûr que non. Je me demande seulement si la tasse de Miss Harcourt était la même que la vôtre. Les petits détails, vous savez, ont parfois des conséquences importantes. » Cray fronça les sourcils sans répondre. Il suit le regard de Miss Marple vers le plateau de thé. 2 tasses, l'une légèrement trouble, l'autre limpide. Une goutte de lait avait séché sur le bord, comme une signature. Plus tard, alors qu'elle quittait le presbytère, le soleil d'hiver frappa le rebord de la vitre, transformant le dépôt en un pâle éclat. Miss Marple s'arrêta, son souffle formant une buée devant elle, et murmura « Du lait pur, certes, et pourtant comme la pureté est fragile. » Le résidu brilla un instant, avant que la lumière ne change, et qu'il ne disparaisse, ne laissant derrière lui qu'une silhouette crayeuse, indéfinissable ou porteuse de sens. Le regard de Miss Marple suivit le reflet, comme s'il traçait les contours d'une confession muette. Derrière elle, la porte du presbytère se referma. Le loquet s'enclenche avec un clic fatigué qui semblait annoncer un changement d'atmosphère. L'inspecteur Cray la rejoignit sur le chemin.
Son visage était pâle de fatigue, mais la ride tenace entre ses sourcils restait visible. « Vous pensez que le lait a été falsifié ?» demanda-t-il. « Je pense, » répondit-elle doucement, « que ce que nous appelons pureté n'est souvent qu'une question de ce que nous n'avons pas encore testé. » Il expira bruyamment. « Vous insinuez que quelqu'un dans cette maison a tenté de l'empoisonner ? Peu probable, vu la présence de témoins. »« Probablement, » murmura Miss Marple. « Cela dépend entièrement de la vérité dans laquelle nous nous trouvons. » Ils traversèrent la pelouse ensemble, leur souffle se condensant en brume dans l'air glacial. Du haut du clocher, un corbeau croassa, seul bruit de vie dans une matinée qui semblait retenir son souffle. Les enfants, sur le chemin de l'école, jetèrent des regards curieux à la voiture de l'inspecteur, chuchotant entre leurs mains gantées. À St. Mary Mead, le crime était à la fois horreur et divertissement, tragédie et remède, preuve que le village était encore assez vivant pour se surprendre lui-même. À la poste, Madame Hartnell les intercepta, affichant un calme inquiétant. « Je suis sûre que vous êtes au courant des dernières nouvelles, inspecteur, » dit-elle en baissant la voix, tandis que la moitié de la file d'attente se penchait vers elle. On dit que le révérend Linton a été interrogé, au sujet du mot « trouvé » près de sa clôture. Et Madame Linton-Well, elle n'est pas allée au cercle des dames de toute la semaine. Elle évite les gens, je dirais. Cray marmonna une politesse et s'éloigna. Mais Miss Marple s'arrêta, esquissant un sourire à la postière. Mon Dieu, on croirait presque que notre pauvre révérend est capable de faire des bêtises. Madame Hartnell renifla. Personne n'est incapable, Miss Marple, pas de nos jours. Pas même un homme de Dieu. En effet, dit doucement Miss Marple, surtout pas un homme de Dieu. Dans l'après-midi, l'inspecteur avait convoqué le révérend et Madame Linton au salon du presbytère. Miss Marple, invitée sous prétexte de soutien moral, occupait sa place habituelle près de la cheminée, son tricot négligemment posé sur ses genoux. Les Linton étaient assis côte à côte sur le canapé, lui, grave, et renfermée, elle, pâle, mais d'une impassibilité rigide. Cray a commencé sans cérémonie. Nous avons confirmé la présence de la substance dans la bouteille de lait, madame, de la morphine en poudre. On en a trouvé la même dans le gant. Il ne s'agissait donc pas de contrebande. Quelqu'un la diluait dans du lait, probablement pour la transporter discrètement. Alfie Rudd a découvert ce trafic par hasard. Il a tenté de l'arrêter, mais on l'a réduit au silence. La main de Madame Linton tremblait contre sa jupe. « Mon Dieu, inspecteur, c'est monstrueux !»« Tout à fait, » répondit Miss Marple d'un ton neutre. « Mais ce n'est pas incroyable. Faire passer de la morphine en contrebande dans les livraisons de lait est vraiment ingénieux. Le lait se gâte vite, et la mémoire aussi. On peut facilement oublier ce qui a été versé et où. » Le révérend Linton semblait abattu. « Vous ne croyez pas, Kemp ?»« Oh, Kemp était un imbécile, » interrompit Cray. « Mais les imbéciles n'écrivent pas de lettres écrites de la main d'une femme. Le billet organisant la rencontre à l'aube n'était pas celui d'un contrebandier. Tricky était un appât. » Un long silence s'ensuivit. L'horloge sur la cheminée tic-tac et d'une indifférence imperturbable. Puis Madame Linton dit, très doucement, « Vous voulez dire qu'elle n'était pas destinée à être sauvée. » Son mari se tourna brusquement vers elle, mais elle continua, les yeux rivés sur le tapis. Mademoiselle Harcourt avait encore bavardé. Elle m'avait raconté des choses sur les comptes de mon mari, sur des fonds disparus de la charité paroissiale. Des mensonges, bien sûr, mais elle les répandait. Je voulais juste lui faire peur. J'ai glissé la poudre dans sa boîte à thé avant son départ. Elle n'était pas censée la boire. Je ne savais rien du garçon, ni du lait. Le visage du révérend pâlit, comme si la confession les avait privés de toute couleur. « Ma chère, vous ne pouvez pas penser cela. » Miss Marple posa son tricot. « C'est toujours étonnant, » dit-elle doucement, « comme une seule erreur peut en entraîner plusieurs, toutes nées d'une même petite blessure.
Les commérages, la honte, l'orgueil, ils voyagent plus loin que le lait par un matin froid. Cray resta longtemps silencieux. Lorsqu'il prit enfin la parole, ce fut avec une résignation teintée de fatalisme. « Nous allons le retirer officiellement, madame. Le tribunal sera peut-être clément. L'intention est un mot délicat. » Madame Linton hocha la tête, presque sereine à présent. « Je voulais que tout redevienne propre, » murmura-t-elle. « Je voulais juste qu'elle s'arrête. » Dehors, le crépuscule tomba tôt. Le gel revint, blanchissant les haies, comme si le jour s'était effacé. Miss Marple sortit dans le froid, le poids de son châle la réconfortant sur les épaules. Elle jeta un dernier regard à la charrette à lait, désormais vide, ses roues noircies de boue, et pensa combien il est facile pour la respectabilité de se dissimuler sous un masque de vertu. Quelque part derrière elle, la cloche de l'église se mit à sonner pour la prière du soir. Son son était doux, sans jugement, et le brouillard l'engloutit avant même qu'il n'atteigne la verdure. Miss Marple marque une pause, écoutant jusqu'à ce que le bruit disparaisse complètement. « De nouveau propre ?» murmura-t-elle. « Oui, bien que le lait et la conscience se ressemblent beaucoup. Ils aillent un plus vite lorsqu'on les laisse trop longtemps en silence. » Le bourdonnement déclinant de la cloche de l'église persistait dans l'air, doux comme une bénédiction que personne ne méritait vraiment. Miss Marple resta un moment encore sur l'allée du presbytère, les mains gantées jointes devant elle, comme si elle attendait que le son s'éteigne complètement avant de bouger. La lumière du bureau du vicaire se répandait faiblement sur la pelouse, un carré d'or sur le givre. À travers elle, elle aperçut la silhouette de l'inspecteur Cray, penché sur la table. Ses mouvements à l'intérieur délibérés et contenus. Le silence qui suivait les aveux était toujours le plus pesant. Quand elle reprit enfin le chemin du retour, la ruelle était presque déserte. Un vélo solitaire était appuyé contre la clôture de l'épicier, ses pneus argentés par le givre. Au loin, un chien aboya une fois, puis se tut. C'était comme si tout le village, après avoir goûté au scandale, était accablé d'une indigestion morale. Les rideaux s'étaient même baissés plus tôt dans la soirée, et la lueur des lampes vacillait derrière eux, telle une culpabilité dissimulée sous des conversations polies. Devant son portail, Miss Marple s'arrêta, observant les bouteilles de lait soigneusement alignées devant plusieurs portes. Cette vision, jadis anodine, lui semblait désormais chargée d'ambiguïté. Symbole de nourriture, de rythme domestique, et pourtant, elle avait véhiculé le mensonge avec autant d'efficacité qu'elle avait jadis contenu la crème. Elle repensa aux mains tremblantes de Madame Linton, aux gants bleus remplis de poudre, aux yeux vides du vicaire murmurant des prières que les paroissiens n'étaient pas destinés à entendre. Dans sa chaumière, le feu brûlait doucement, mais régulièrement. Elle s'agenouilla pour l'attiser, le tisonnier produisant un léger tintement musical contre la grille. Le rythme apaisant calma ses pensées. La tragédie, songea elle, ne venait jamais vraiment de l'extérieur d'un village. Elle ne faisait que réveiller ce qui y sommeillait déjà. L'orgueil, le secret, la peur de l'humiliation, ces sentiments étaient aussi locaux que le lierre, et aussi tenaces. Un léger coup à la porte la tira de sa rêverie. Lorsqu'elle ouvrit, Madame Wetherby se tenait là, emmitouflée dans son châle, et le visage rouge de froid. « Oh, Miss Marple, je n'aimais pas aller me coucher sans passer vous voir, » dit-elle d'une voix haletante. « Quelle terrible affaire! Et le révérend, pauvre homme, ce sera sa perte. Croyez-vous que le tribunal l'enverra loin d'ici pour longtemps? » « Peut-être pas, » répondit gentiment Miss Marple. « La loi, elle est rarement aussi cruelle que la conscience. » Madame Wetherby hésita. « Je ne peux pas dire que je la plains, cependant. Toucher au lait, de toutes sortes, à St. Mary Mead, que diront les gens? »« Ils diront ce qu'ils ont toujours dit, » répondit doucement Miss Marple. « La bonté est une question d'habitude, et l'habitude se perd comme un gant. » La veuve hocha la tête d'un air incertain, murmura un adieu,
et disparut dans la brume. Miss Marple la regarda s'éloigner jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse, puis ferma la porte et tira les rideaux. La pièce familière se referma sur ses livres, ses photographies encadrées et son tricot à moitié terminé qui sembla reprendre vie à son retour. Sur la table, la bouteille de lait vide attendait toujours à côté de sa tasse de thé. Elle le souleva une fois de plus, observant le léger résidu sur le verre. La lumière du feu y capte des teintes changeantes, tantôt argentées, tantôt dorées, jusqu'à ce qu'il paraisse moins un vestige qu'un reflet de quelque chose d'extirpé. D'un geste silencieux, elle le reposa et se mit à ranger son panier à tricot. Ses pensées parcoururent doucement les événements de la semaine. Le dénouement ne lui apportait aucune satisfaction, seulement l'inévitabilité. Peut-être que Madame Linton bénéficierait de clémence. Monsieur Kemp, démasqué mais vivant, porterait son humiliation comme une marque d'honnêteté malgré lui. Le révérend prêchait le pardon dimanche, peut-être avec trop de ferveur. Et le village, après avoir brièvement flirté avec le chaos, reprendra son rythme de thé et de petits gâteaux comme si de rien n'était. Miss Marple esquissa un sourire à cette pensée. Elle savait que la nature humaine exigeait une telle feinte. C'était le seul moyen pour les gens de vivre côte à côte en acceptant tacitement d'oublier. Dehors, le vent se leva de nouveau, murmurant le long des haies, comme une histoire maintes fois racontée. Un peu plus loin, une charrette à lait secoua le nouveau venu dans sa tournée, qui fredonnait doucement pour se réchauffer. Le bruit s'estompa lorsqu'il tourna au coin de la rue, et avec lui vint un fragile sentiment de retour à la normale. La vie, aussi absurde que cela puisse paraître, avait déjà repris son cours. Miss Marple resta un long moment à la fenêtre, son reflet se fondant dans la nuit derrière la vitre. « Ainsi tout finit », murmura-t-elle, bien qu'elle sût que rien ne finissait vraiment à St. Mary Mead. Sous chaque apparence paisible se cachait le sédiment de petites trahisons, attendant le moindre soubresaut du destin pour ressurgir. Le feu crépita une fois, projetant une fine gerbe d'étincelles qui brillèrent et s'éteignirent comme les souvenirs eux-mêmes. Elle versa le reste de son thé, désormais tiède, et le but pensivement. Les gens, murmurait-elle en esquissant un sourire, sont un peu comme du lait qu'on laisse reposer trop longtemps. Ils se séparent. Puis elle reprit son tricot, les aiguilles reprenant leur murmure calme et rythmé, tandis que l'horloge avançait vers minuit et que le village dormait sous son calme immaculé et trompeur.